Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, mesure de confinement à Hormidas-Gamelin. Le chef de l'opposition officielle est en visite dans la région et le concours Chapeau les filles revient en force cette année. Bonsoir, bienvenue à Infoman, édition du jeudi 27 février 2014. Débutons le bulletin par une nouvelle policière. Les élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin ont dû être confinés dans leur salle de classe pendant quelques minutes. Des agents du service de police de la ville de Gatineau sont intervenus à l'école ce matin suite à une demande de la direction. Cette dernière avait reçu une plainte suite à des menaces qui auraient été proférées aux étudiants de l'établissement. Un jeune homme a d'ailleurs été arrêté sur les lieux. Tournons-nous en politique provinciale maintenant. Même si elles ne sont pas encore officiellement annoncées, la table est mise pour les élections générales. En visite dans le comté de Papineau, le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, M. Philippe Couillard, s'est prêté au jeu d'une mêlée de presse avec les journalistes de la région. Il avait auparavant rencontré les conseillers municipaux du secteur de l'Est et des représentants de la Chambre de commerce de Gatineau et du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Si le Parti libéral est élu lors des prochaines élections, Philippe Couillard affirme que la région de l'Outaouais pourrait recevoir un statut particulier en matière d'éducation supérieure. Selon le chef de l'opposition, la relance de l'économie passe inévitablement par l'éducation supérieure. On peut écouter M. Couillard à ce sujet. Il faut penser à la transition, je vous l'ai dit tantôt, la transition de l'économie, d'une économie largement basée sur les services publics, ce qui n'est pas un défaut, mais qui est la réalité de la région depuis des années. Prenez l'exemple de Québec. Comment c'est arrivé à Québec, la transition vers la nouvelle économie? Ça a commencé par l'université. Puis autour de l'Université Laval, il s'est fait des nouvelles entreprises qui venaient de l'université. Puis on est rendu avec un essor de la nouvelle économie à Québec que tout le monde reconnaît, puis c'est quasiment le plein emploi à Québec. Ici, vous avez une université régionale, vous avez un cégep, vous avez du monde bien formé, du monde dynamique, vous avez tous les ingrédients. Alors c'est pour ça que le dossier d'éducation supérieure, c'est un dossier spécial parce qu'il est structurant pour la région. Pour faire cette transition vers la nouvelle économie, l'entreprise notamment, ça prend des gens formés en région qui restent en région. M. Couillard sera d'ailleurs l'invité d'une émission spéciale de 30 minutes de Parole à l'élu qui vous sera diffusée le 4 mars prochain. Alexandre Iraka, député de Papineau, était très heureux de recevoir son chef chez lui. Selon le député, M. Couillard était dans la région afin de visiter organismes, institutions et non pour mousser sa candidature. Il faut rappeler que M. Iraka avait remporté l'élection de 2012 avec une mince majorité de 167 voix. Il affirme que M. Couillard, qui en est à sa troisième visite en Outaouais, a visité et visitera les circonscriptions de ses confrères et consoeurs libérales. On peut écouter M. Iraka nous faire la nomenclature des activités auxquelles il a participé avec son chef. Très belle journée. On a rencontré 3 conseillers municipaux, Jean Lessard de Templeton, Marc Carrière de Masson-Angers, Martin Lajeunesse de Buckingham. Il faut le dire, qui est sur le comité exécutif de la Ville de Gatineau, c'est quand même important. Et on a rencontré Antoine Normand, président de la Chambre de commerce de Gatineau, Réal Breton, président du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Alors, on a parlé d'enjeux économiques pour la région de l'Est du comté de Papineau. C'est une belle rencontre. On a parlé du Rapibus, on a parlé du développement pour les petites PME, on a parlé de l'avenue Buckingham pour faire en sorte qu'on puisse revitaliser cette avenue-là de Buckingham pour qu'il y ait moins de locaux vides. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, des enjeux locaux, des enjeux plus régionaux, mais c'est une rencontre productive. À ce moment-là, mais M. Couillard va revenir. C'est la 3e fois qu'il vient ici. Il va revenir en campagne électorale probablement, là, selon ce qu'on entend. M. Couillard a bien voulu se mouiller dans le dossier du Rapibus et des citoyens qui sont mécontents du projet. Il a rappelé et insisté sur l'engagement du Parti libéral à effectuer le prolongement du Rapibus vers l'Est si les libéraux étaient menés au pouvoir. Le chef de l'opposition officielle affirme qu'on doit faire le projet comme il se doit avant de dire qu'il ne fonctionne pas. Même son cloche du côté de M. Iraka. Même s'il a appuyé les doléances des nombreux citoyens mécontents vis-à-vis le Rapibus, il aborde dans le même sens que son chef. On peut écouter M. Couillard, suivi de M. Iraka, sur le sujet du Rapibus. D'abord, mes collègues s'étaient déjà engagés à le prolonger jusque-là. Puis dans la réunion qu'on a eue ce matin, là, on nous parlait même d'un prolongement jusqu'à l'aéroport. Mais on n'en est pas là. On va reprendre cet engagement-là jusqu'à Lorrain, puis faire les études et les évaluations nécessaires pour aller plus loin, c'est certain. Parce que moi, je remarque que c'est un projet qui est très structurant, d'autant qu'on le complète, puis qu'il joue son rôle. Ce qu'on me dit, c'est que les citoyens ne sont pas uniformément heureux de la façon dont ça fonctionne, peut-être parce qu'il n'est pas encore allé assez loin à l'Est.
Alors, avant de dire que c'est pas bon et que ça ne marche pas, bien, assurons-nous de le faire comme il faut. Je suis persuadé que ça va être un gros avantage pour les citoyens de la région. Il faut être très prudent sur le prolongement du Rapibus. Là, moi, je pense que ce qui existe actuellement, il faut le peaufiner, il faut faire en sorte qu'il soit plus fluide. Puis à partir de là, on va voir est-ce que le prolongement vaut la peine. Je pense que oui, mais pour l'instant, il faut focuser sur le fait que le Rapibus doit être plus efficient, plus efficace. On avait déjà annoncé un engagement pour le prolonger jusqu'à Lorrain, ce qui représentait à peu près 35 millions. Il faut faire attention pour dire, là, on va le prolonger à l'est et à l'ouest, puis on verra après. Je pense qu'il faut l'étudier, là, présentement, s'assurer qu'il est efficace, puis après ça, on verra. Le concours Chapeau les filles revient en force encore cette année pour sa 18e édition. C'est sous le thème « Prends ta place » que se déroulera cette édition du concours qui vise à encourager les jeunes femmes et les jeunes filles à poursuivre des études menant à l'exercice d'un métier traditionnellement réservé pour les hommes. L'humoriste Marie-Lise Pilote agit à titre de porte-parole pour une 3e année de suite. Au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre, les filles ont embarqué à fond dans le projet. De nombreuses candidatures ont déjà été reçues. Les filles, c'est jusqu'au 14 mars pour soumettre votre candidature. De nombreux prix sont en jeu, tels qu'un séjour professionnel à l'international, ainsi que des prix monétaires. Je vous parlais en début de bulletin de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Je vous en reparle à l'instant, mais pas pour les mêmes raisons, pour une bonne nouvelle cette fois-ci. Les étudiants de l'école secondaire se sont unis tous contre l'intimidation. Cette journée a débuté en 2007 au Nouveau-Brunswick, alors qu'un étudiant du niveau secondaire est arrivé en cours vêtu d'un chandail rose. Plusieurs personnes se sont alors moquées de lui. Mais un groupe d'amis sont arrivés également vêtus de rose afin d'appuyer leurs collègues. Ainsi est née la journée contre l'intimidation. Cette année, c'est sous le thème « Donnons-nous la main contre l'intimidation » que s'est déroulée cette journée rose à Hormidas-Gamelin. Au dire des organisateurs, les étudiants sont de plus en plus concernés avec l'intimidation dans leur école. Ils participent à fond et ainsi ont l'impression de faire leur part pour contrer le fléau. Des nombreux étudiants rencontrés, tous vêtus de rose, autant garçons que filles, déplorent le fait que l'intimidation soit encore présente en 2014. Ils n'hésitent pas à la dénoncer et à éviter que le conflit ne prenne plus d'ampleur. On peut écouter les organisateurs de la journée, Mme Nathalie Réaume et M. Robert Charlebois, nous raconter l'étincelle qui a fait en sorte que cette journée voit le jour à Hormidas-Gamelin. En fait, c'est tout à fait bizarre. Cette journée-là, je ne savais pas qu'elle existait. Mon fils a eu une lecture à faire en 5e année dans sa classe où il parlait de cette journée-là. Et en voyant le texte, ça m'a donné l'idée, on ne peut pas faire autrement que d'instaurer ça à l'intérieur de notre école. Le déroulement de la journée, c'est une période pendant l'heure du dîner où les étudiants sont invités à se vêtir de rose, à signer des mains avec un petit message positif pour dire qu'on est contre l'intimidation. Et le thème cette année, c'est « Donnons-nous la main contre l'intimidation », donc de là l'idée des mains. Par la suite, il y a la signature de la banderole géante où les élèves sont invités à signer leur nom pour dire qu'ils sont contre l'intimidation et qu'ils supportent tous les élèves qui peuvent en être victimes. Donc, puis par la suite, il y a des prises de photos pour les élèves qui désirent se faire prendre en photo avec notre mascotte qui a été créée par une enseignante ici à l'école cette année. Les Carrefour Jeunesse Emploi craignent pour leur avenir. Ces derniers devront faire des coupes très douloureuses si le gouvernement du Québec ne s'entend pas avec le palier gouvernemental fédéral concernant la formation de la main-d'œuvre. Comme c'est le cas pour plusieurs organisations qui œuvrent dans le domaine de l'emploi, les Carrefours dépendent en grande partie des sommes fédérales qui sont versées au Québec dans le cadre d'une entente entre les deux paliers de gouvernement. On parle ici d'un montant quand même assez élevé d'environ 116 millions de dollars par année. Cependant, dans le budget fédéral de 2013, le ministre des Finances avait annoncé que ce montant serait réduit de 70 millions. Du côté du Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau, on est sensible à la situation et des communications devraient être émises sous peu. Je vous rappelle que le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau offre des services, entre autres, de curriculum vitae, de formation spécialisée, d'orientation et de budget. Transportons-nous vers une bonne nouvelle. La Fondation Santé de Papineau tenait sa première activité de financement le 26 février dernier avec le bien-être de son président d'honneur, M. Norm Macmillan. C'est plus de 300 personnes, dont les députés libéraux de la région et le chef de l'opposition officielle, M. Philippe Couillard, qui ont assisté à l'événement. Pendant environ une heure, amis et anciens collègues de M. Macmillan sont venus lui rendre hommage avec des histoires, des souvenirs et des anecdotes. On peut écouter Mme Anne Mercier de la Fondation Santé de Papineau nous expliquer le déroulement de la soirée.
C'était le bien cuit de Norm, qui est notre président d'honneur. Nous, cette année, c'est notre 25e anniversaire. Et Norm me disait, hey, regarde, dis-moi, on a parlé d'une activité, puis j'ai dit, serais-tu prêt à faire un bien cuit? Il y a des gens du comité qui ont pensé à ça, c'est pas moi. Et puis, Norm, il a accepté avec plaisir, il s'est prêté au jeu, et j'ai été fin, ça a été plaisant. On a bien rigolé. Durant 1 heure de temps, là, non-stop, ça n'a pas arrêté, c'était vraiment plaisant. La Fondation Santé de Papineau tient cette année sa 27e campagne de financement. L'objectif est d'amasser, à la suite de nombreuses activités, un montant de 200 000 qui servira pour la revitalisation de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Papineau. On peut réécouter Mme Mercier qui nous révèle le montant amassé et nous parle de l'objectif. Il y avait 300 personnes dans la salle, au-delà de 300 personnes. C'était 100 $ chacun. Normalement, c'est 300, mais on a eu des 30 000, pardon, mais on a eu des commanditaires. Donc, Bookfield, entre autres, avec 10 000, qui a couvert vraiment les frais. Puis, c'est ce qu'ils ont fait. Bien, Bookfield, mais on a eu d'autres aussi. On a eu Lauson, puis il y a eu plein de commanditaires aussi, bronze. Donc, grâce à eux, on a réussi à avoir un beau profit. Est-ce que c'était l'objectif? Mon objectif était moindre. Vraiment, là. D'abord, on ne s'attendait pas à avoir autant. 300, là. On s'était dit 200, 250, on va être heureux. Moi, je m'étais mis avec les commanditaires et tout, 25 000. On a fait 35. Donc, garde, au-delà, vraiment. Pour le reportage de cette semaine, on a décidé de vous rediffuser celui de la pêche sur la glace. Habituellement, les premières semaines du mois de mars sont les dernières pour pratiquer ce sport. Mais avec Dame Nature, on ne sait jamais. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des idées de reportages, des suggestions, des commentaires, à m'écrire à nouvelles avec es@tvc.qc.ca. Mais pour l'instant, on peut réécouter le reportage où j'ai découvert qu'on n'utilisait pas des mouches pour pêcher sur la glace. La pêche sur la glace n'est pas une nouveauté pour les sportifs. Coutume héritée de la part des Amérindiens, la pêche blanche se pratique aussitôt que la glace qui recouvre lacs et rivières est assez épaisse et sécuritaire. La pourvoirie Schreier, située au 540 chemin de Montréal-Ouest, existe depuis plus de 25 ans. Entreprise familiale, elle regroupe plus de 206 cabanes, permettant ainsi à de nombreux adeptes de pratiquer leur sport. Tout est disponible pour les pêcheurs, passant de l'équipement à une mini-formation, afin de bien profiter de la journée en plein air. Bien, surtout si c'est des journées familiales, c'est pas loin de la ville, c'est à 2 minutes de Gatineau, de la ville de Gatineau. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui... Tout l'équipement, on loue l'équipement. Le pêcheur qui arrive de la ville, la seule chose qu'il a besoin, c'est son habillement, point. À partir de là, nous autres, on a tout l'équipement pour la location, des cabanes à pêche, les lignes à pêche, les appâts, le bois de chauffage est inclus dans les cabanes à pêche. C'est ça, le client qui arrive qui n'est pas habitué à ça, on a du personnel qu'on peut leur expliquer, qu'on va l'envoyer à la cabane à pêche pour tout expliquer comment que ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué. La pêche sur la glace se pratique du mois de décembre jusqu'au mois de mars. Il n'y a pas de technique spéciale pour pratiquer ce sport. Le tout consiste à attacher 2 hameçons à une corde avec un poids qui doit être déposé près du fond de l'eau. La corde est reliée à une barre de bois. Cette barre de bois bascule lorsqu'un poisson a mordu. Des appâts de différentes grosseurs sont utilisés afin de taquiner le poisson. Le brochet est le poisson le plus gourmand, mais le doré et la perche chaude sont également pêchés en grand nombre. Outre l'équipement, vous devez posséder un permis de pêche. Ce permis est valide toute l'année durant, été comme hiver. Vous pouvez également vous procurer un permis temporaire, valide pour quelques jours. Il n'y a pas de technique miracle pour pratiquer la pêche sur la glace. Il suffit d'avoir une grosse qualité, c'est la patience. Parce que lorsqu'on perce le trou, on ne sait jamais quand le poisson va mordre dans l'hameçon. Comme présentement, on peut attendre 20 minutes, ça va mordre. Puis demain, on va attendre toute la journée, ça ne mordra pas. Ça dépend du temps de l'année, ça dépend si le poisson y est là. La température extérieure, malgré une certaine croyance populaire, n'affecte en rien les prises de la journée. Que l'eau soit très froide avec un soleil radieux ou qu'il fasse tempête, ce sont en bout de ligne les poissons qui ont le dernier mot de se faire attraper ou non. Dans l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. Et là, on débute avec ce que plusieurs vont qualifier un bonbon préélectoral, mais quand même une bonne nouvelle.
On peut maintenant aller en appel d'offres pour Guertin. Oui, effectivement. La première ministre, Pauline Marois, était de passage en Outaouais, justement, pour annoncer, officialiser, en fait, ce qu'on savait là, quand même depuis quelques mois, et sinon quelques années, si on se fait aux libéraux. Là, mais je ne veux pas faire de politique. Donc, effectivement, le centre multifonctionnel a reçu l'aval du gouvernement. Le financement a été déposé. C'est 26,5 millions de la part de Québec. La part de la ville, ben, ça va se chiffrer aux alentours de 33 millions de dollars. C'est un amphithéâtre multifonctionnel. Donc, pas seulement que du hockey. C'est ça, c'est que c'est 4 400 places pour le hockey et 5 500 sièges pour les spectacles. Là, on compte naturellement la surface glacée qui est récupérée à ce moment-là pour pouvoir là, installer des sièges. Il y aura aussi 40 loges corporatives. Alors ça, c'est intéressant pour les Olympiques de Gatineau au niveau d'attirer des commanditaires. Et aussi, c'est intéressant pour attirer la Coupe Memorial. On sait que dans le devis, là, on parle d'un amphithéâtre minimalement de 5 000 sièges. On est à 4 400. Ça peut se négocier. Mais je pense que les 40 loges, ça, c'est accrocheur parce qu'à ce moment-là, ça peut être vendu à de très gros prix, et non seulement aux entreprises ici locales, mais quand c'est la Coupe Memorial, ben là, il y a des gens, là, c'est pan-canadien. Alors, ça, c'est intéressant. Mais je pense que c'est un bon choix pour la ville de Gatineau parce que je ne pense pas qu'on a besoin ou qu'on a pas les moyens, mais on a la clientèle pour se payer un... Pour aller plus gros. Oui, pour aller beaucoup plus gros que ça. Je sais qu'on parlait là, des fois de 7 000, 8 000, et même il y en a qui ont avancé 10 000. Je ne pense pas qu'on soit dans ces eaux-là dans le moment. On le regarde là, avec les assistances du côté de la Ligue junior majeure du Québec. Ben, on tourne alentour de 2 800 à 3 300. Donc, avec l'effet d'un nouveau centre, d'un centre neuf, des facilités, on sait qu'il va y avoir du stationnement, sûrement là, que les lignes d'autobus, ça va être plus simple. Ben, il va y avoir un effet, là, les gens vont venir voir l'amphithéâtre, mais après ça, ça sera aux Olympiques, là, justement. De continuer d'attirer les gens. Voilà. Mais écoutez, c'est quand même là, un très beau projet. Une très bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Les gens devraient être en mesure d'aller au centre multifonctionnel vers la fin de 2015, si tout va très bien. Oui, on sait que le maire Maxime Penneau-Jobin nous a dit que l'appel d'offres devrait être prêt en mars pour début des travaux au mois de mai. Alors, on va espérer que l'hiver soit fini à ce temps-là. On va croiser nos doigts. On espère aussi que les fantômes de Bob Guertin déménagent au centre multifonctionnel pour aider les Olympiques. Oui, effectivement. On reste dans le hockey. Les Mustangs, série est égale contre Ottawa-Ouest. Oui, la série est égale 3-3. On en avait parlé pendant la saison, même si les Mustangs avaient terminé au 4e rang et que Ottawa-Ouest était premier, les 7 matchs, c'est 3 victoires, 3 défaites et un match nul. Donc, ça avait été serré. Les 2 premières rencontres, on s'est échangé des victoires à l'extérieur, mais depuis ce temps-là, les autres matchs, ce sont les équipes locales qui ont triomphé. Jeudi soir, donc ce soir, 7e match, mais c'est à Ottawa-Ouest. Mais dans le cas d'un 7e match, on peut quasiment dire qu'on... C'est pile ou face. Oui, c'est pile ou face. Alors, naturellement, on souhaite bonne chance aux Mustangs. On leur espère d'aller chercher la victoire. Il faut souligner aussi quand même la performance de certains joueurs de l'équipe qui ont une très bonne série. Il y a Vincent Lauzon qui a 9 points à son actif dans le moment. Dominic Robinson le talonne avec 8 points. Et il y a Cédric Parker, un défenseur, qui lui a récolté 6 points dans la série. Alors, c'est peut-être une raison pourquoi la série est égale 3-3. Si on est capable d'avoir l'implication de tout le monde, en offensive, ça aide. Tout le monde est mis à contribution. Oui, voilà. On reste dans le hockey. Les Vikings mènent 2-0 contre la Pêche. Oui, on sait qu'ils ont terminé au premier rang. Très belle saison pour les Vikings. Ils rencontrent justement les Prédateurs dans la première série. Il y avait un match hier soir. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir le pointage. Ils menaient 2-0 avant ça. Donc, écoutez, la série se poursuit samedi à la Pêche. Dimanche, si nécessaire, il y a un match du côté de Papineauville dimanche après-midi. Donc, surveillez les journaux, surveillez le site Internet de l'équipe. Et puis, ça devrait être une formalité pour sa première ronde du côté de Papineauville. Toujours dans le hockey, l'intrépide juvénile à la Coupe Dodge. Oui, c'est le réseau scolaire québécois. On sait que c'est une nouvelle catégorie qui a été installée. C'est à l'instar du football, du juvénile au football. On a maintenant du juvénile au hockey. L'intrépide a eu une saison de rêve, donc 25 victoires en 30 sorties, non seulement qu'une défaite et 4 verdicts nuls.
C'est dirigé par Daniel Renaud et on sait qu'ils sont affiliés avec l'Intrépide Midget 3A parce que ce sont des joueurs de 15 et de 16 ans et que le Midget 3A a le droit d'aligner 5 joueurs de 17 ans. Alors, on espère beaucoup là, du côté de l'Intrépide juvénile de pouvoir placer ces 5 joueurs-là sur l'équipe l'an prochain. Et ça, c'est vendeur lorsque c'est le temps de faire du recrutement. Et ben, pour la Coupe Dodge, ben, on leur souhaite... La meilleure des choses. Ben, voilà. Festipus, ça, c'est tellement mignon. Les jeunes en ont eu vraiment plein la vue. Ah oui. On sait que anciennement, on en faisait un Festipus du côté de Buckingham et du côté de Masson. Là, maintenant que les deux associations sont réunies sous la bannière de la Lièvre, ben là, cette année, on a décidé d'en faire un qui se déroulait simultanément dans les deux arénas. 52 équipes ont participé, alors c'est un franc succès. Mais il faut voir là, quand même, l'organisation met le paquet. Les joueurs, c'est présentation avant le match, c'est jeux de lumière. La petite machine là, à Boucan, en tout cas, ça ressemble aux Olympiques. Rêve. Ah oui, pour eux autres, là, ils s'en vont jouer pour la médaille d'or. Alors, c'est bien pour ces jeunes-là de les intéresser. Et puis, on félicite là, naturellement tous les bénévoles et les organisateurs pour ce beau tournoi. Toujours dans le hockey, début du tournoi national à Buckingham. Oui, c'est la 52e édition. Il n'y a pas beaucoup de tournois là, dans la ville, c'est dans la province. C'est un des plus vieux tournois là, en existence. Cette année, c'est toujours la même chose. La première semaine, donc cette semaine, c'est réservé aux équipes B et 2A. Et la semaine prochaine, c'est les équipes A et 2B. Cette semaine, par exemple, à compter de vendredi, les équipes de France qui viennent jouer ici, qui viennent rencontrer dans le Pee-Wee B et dans la Tombe B. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de l'Association de la Lièvre. Les heures sont indiquées. C'est quand même... Ils sont quand même loin de chez eux. Oui, ils sont loin de chez eux, puis c'est dans le cadre là, du tournoi Pee-Wee, etc. Alors, on aura les résultats, là, parce qu'on sait qu'en fin de semaine, dimanche, ce sont les finales. Alors, on aura les résultats pour vous la semaine prochaine. Excellent. Et là, on se transporte du hockey au curling, les championnats provinciaux. Oui, on sait que la fin de semaine dernière, on avait, c'était les championnats seniors, et on avait 3 quatuors là, de la région. Du côté des femmes, allons-y directement, le quatuor de Catherine Déric de Tursault défendait son championnat provincial, et ils ont réédité l'exploit. Et un peu à la lumière, comme aux Olympiques, ils n'ont pas perdu le match pendant toute la semaine. Alors, c'est quand même, ils ont été parfaits là, durant tous les matchs. Ils ont remporté la finale par le pointage de 11-5. Alors, ça vaut la peine de les nommer. C'est Catherine Déric et Sylvie Daniel, Chantal Gadois et Cheryl Morgan. Ça leur permet d'avoir le laissez-passer pour aller au championnat canadien. Et c'était à Yellowknife. Ça aura lieu du 22 au 30 mars. Et rapidement, on sait que du côté des hommes, on avait 2 quatuors aussi. Ted Butler, malheureusement, ne s'est pas qualifié pour les rondes finales. Il a terminé le tournoi avec une fiche de 4-3. Mais le quatuor de Fagui, lui, avait une fiche de 6-1. Malheureusement, pendant les rondes finales, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ils ont été éliminés. Mais quand même, on avait 3 équipes. Oui, c'est ça. Très belle performance. Effectivement. Et on passe du curling au tennis, début du tournoi des futurs à la Sportec. Oui, c'est la 5e édition, si ma mémoire est fidèle. Ça va avoir lieu du 1er au 8 mars. C'est quand même un tournoi d'envergure. Il y a 15 000 US en bourse qui est remis là. Qui vient à ce tournoi-là? Écoutez, c'est la relève, mais c'est une relève là, qui peut aspirer là, à arriver dans le top 100 mondial assez rapidement. Je vous donne des exemples. Là. Eugénie Bouchard, Milos Raonic ont déjà participé au tournoi. Puis regardez où est-ce que c'est qu'ils sont rendus. Cette année, il va y avoir Philippe Pelliot, qui est le prochain, là, si vous voulez, Canadien, là, sur qui Tennis Canada mise là, pour le voir rentrer dans l'élite mondiale. Il y a aussi Tristan Houle, qui revient cette année dans la catégorie des moins de 18 ans. Lui aussi, ça vaut la peine de le voir jouer. C'est un espoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, pour les qualifications et au premier ou deuxième tour, il n'y a pas de prix d'admission, c'est gratuit. Et à partir là, si vous voulez, là, de la ronde des préliminaires. Oui, les éliminatoires, là, il faut se procurer des billets. C'est 12 $ pour la journée, 10 $ si vous êtes étudiant. Et si vous voulez assister aux 4 jours de compétition, là, c'est 28 $ pour le passeport. Alors, c'est quand même extrêmement raisonnable. Je le répète,
c'est à la Sporttech de Hall, c'est sur la rue Jean-Pros. C'est futurs champions de demain, comme Ah ben oui, c'est Eugénie ça. Bouchard était là, Ben donc oui. c'est quand même très raisonnable Effectivement, pour voir effectivement. des, Ah oui, pour c'est voir du des bons joueurs. Du bon tennis, oui. On s'en va paralympique, Caroline Bisson en biathlon et en ski de fond. Oui, on sait que maintenant, après les Olympiques, ben, c'est tout le temps la tenue des Jeux paralympiques dans la ville haute. Et on a une athlète, une résidente d'Aylmer qui s'est qualifiée pour le ski de fond et le biathlon cette année. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est qu'elle pratique le sport depuis 2 ans et demi seulement et elle s'est déjà qualifiée. Elle visait les Jeux de 2018 en Corée. Et finalement, lors des essais, elle a pu se classer. Donc, elle sera là du 7 au 16 mars avec le contingent canadien. On lui souhaite bonne chance. Moi, ma seule crainte, là, avec ce que j'ai vu des Olympiques, est-ce qu'il va rester de la neige là-bas? C'est la grosse question. Ben voilà, oui. On reste toujours à Sochi. Caroline Calvé, malheureusement, n'a pas ramené de médaille. Eh non, et c'est dommage parce que l'athlète de 35 ans, là, ça devait être quand même là, son champ du signe. Et écoutez, je pense que c'est à l'image peut-être de tout ce qui glissait là, à Sochi puis qui s'appelait Canada. On n'a pas eu de bons résultats, malheureusement. Mais quand même, le fait de placer des athlètes là dans ces compétitions-là, c'est déjà fantastique. Et la raison pour laquelle Mme Calvé a éprouvé tant de difficultés, on rappelle qu'elle a été malade. Et ensuite, dans la partie slalom, elle s'attendait à ce que les virages soient beaucoup plus serrés, mais là, c'était presque downhill. Donc, elle n'était pas... la préparation. La préparation à ce niveau-là avait manqué un peu. Donc, c'est la raison pourquoi elle n'a pas pu accéder au final. Mais ce n'est que partie remise, Oui. j'en suis certaine. Oui, oui. On reste avec la neige, ski acrobatique. Oui, on sait qu'il y a quelques années, au niveau du Québec, on était les champions là, dans les sauts à ski. Au niveau là, du ski acrobatique, on a de la relève parce qu'on sait que là, maintenant, on est plus spécialisé en bosse. Maude Potvin-Gilbert de Hall est présentement sur le circuit Nord-Am et ça va très bien. Elle vient de remporter une 2e place à Lake Placid il y a quelques jours. Et là, elle tentera de se mériter une place pour 2018. Il lui reste des compétitions là, du côté de Lake Tahoe en Californie. Ensuite, ce sera les championnats canadiens ici. On lui souhaite la meilleure des chances. Et c'est un nom à retenir pour les Jeux de Corée. Parfait. Donc, semaine de relâche, rapidement, le patinoire du Canal Rideau est encore ouverte, glissé à l'Ange Gardien. Ah oui, effectivement. Puis si on regarde là, la température avec ce qui est prévu là, du côté d'Environnement Canada, il n'y a pas de réchauffement majeur, il n'y aura pas de tempête non plus. Ça ne sera pas chaud, donc c'est là, on a la chance cette année d'avoir encore le Canal Rideau. Ça, c'est presque un record. Du côté de l'Ange Gardien, ça y va à plein temps. Et n'oubliez pas les renards blancs aussi du côté du Buckingham. Je dois malheureusement un petit peu sans ça, donc je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle Parole à Lévis avec Philippe Couillard le 4 mars prochain. Merci et une très bonne soirée.